Voici le discours qui circule dans de nombreux médias occidentaux grand public. Poutine lance une offensive estivale pour briser l'Ukraine. Sa machine à tuer a reçu l'ordre d'obtenir une victoire éclatante à tout prix. Et voici une citation directe à ce sujet. Les services de renseignement ukrainiens estiment que Konstantinivka, je prononce probablement très mal, et la voisine Pokrovsk seront le centre de la campagne d'été de la Russie. Il y a aussi des inquiétudes concernant la province du nord-est de Sumy, où la Russie a massé 50 000 soldats et avance offensivement vers la capitale provinciale, en miroir de la propre opération transfrontalière de l'Ukraine. Peut-être pourrions-nous entrer dans les détails de ce qui se passe réellement sur la ligne de front, car je pense que cela joue un rôle important dans la guerre narrative que l'on entend actuellement dans les médias occidentaux, grand public. C'est une des raisons pour lesquelles je ne lis plus The Economist. Quelle connerie! Victoire éclatante. Ce n'est pas seulement une victoire, c'est un bouclier pour le gouvernement britannique. Mais ils ont dû commencer par ces 3 mots. Les services de renseignement ukrainiens pensent. Eh bien, je me demande d'où ils tiennent ça. Oui, le MI6 l'a rédigé pour les services de renseignement ukrainiens. Oui, Les gens se sont toujours moqués de moi quand je disais que j'étais officier du renseignement des marines. Ce sont des termes fondamentalement contradictoires. Quand on parle de renseignement ukrainien, c'est comme si j'avais un fichu doctorat, sans vouloir offenser. Je suis méchant là. C'est très peu professionnel de ma part. J'essaie d'être professionnel parce que le colonel Wilkerson est là et il a placé la barre haut avec qui vive. D'une certaine manière, The Economist n'a pas tort lorsqu'il décrit la machine à tuer russe. C'est une machine à tuer. Elle a été finement réglée en fonction de la réalité du champ de bataille. La Russie a pris le contrôle de cette guerre, un contrôle russe. Et imaginez à quel point c'est difficile, car la Russie a mené plusieurs itérations de ce conflit. Son engagement initial comportait une forte dimension politique, pousser l'Ukraine à la table des négociations. C'est un type de guerre complètement différent. Et cela a réussi. Ils ont amené l'Ukraine à la table des négociations en 6 jours après le début de l'opération militaire spéciale. En un mois, ils avaient réussi à négocier un accord pour mettre fin à ce conflit selon des conditions favorables à la Russie, mais aussi favorables à l'Ukraine. Si l'on compare les options auxquelles l'Ukraine est confrontée aujourd'hui avec celles qu'elle avait en 2022 à Istanbul, franchement, ils donneraient tout pour retrouver les options de 2022. Mais ils ont manqué cette opportunité. Mais lorsque l'Ukraine s'est à nouveau retirée sous la pression de l'Occident, la Russie est passée à une seconde phase, qui consistait essentiellement à prendre le contrôle de Donetsk et de Luhansk. Pour cela, il devait disposer d'un corridor terrestre à travers Kherson et Zaporizhia. Mais la Russie ne disait pas qu'elle allait garder ces territoires. Ce que la Russie disait, c'était « Nous allons maintenir cela dans le cadre de notre campagne militaire pour parvenir à la libération de Donetsk. Et ensuite, lorsque nous nous retirerons, lorsque la stabilité sera rétablie, nous nous replierons et ce territoire ukrainien fera partie de l'Ukraine. » La preuve en est que la Russie, lors de ses négociations avec l'Ukraine, a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de conserver ces terres. Et, en signe de bonne foi, elle a commencé le retrait. Ils se sont retirés activement autour de Kiev, Tchernihiv et Sumy. Ils étaient en train de se retirer de Kharkiv. 50% des forces russes avaient été retirées des lignes de front à Kharkiv, alors qu'elles se préparaient à se replier vers les frontières de Lugansk. Cela a été exploité par l'Ukraine et l'Occident, avec une injection de 48 milliards de dollars d'aide et d'assistance militaire. La reconstruction de l'armée ukrainienne grâce à la formation occidentale, puis ils ont lancé une offensive. Mais l'une des raisons pour lesquelles
les Ukrainiens ont eu un grand succès, c'est que les Russes n'étaient pas là. 50% des troupes étaient parties. Ils n'étaient pas préparés à livrer une bataille défensive. Ils ont dû effectuer un repli mobile vers les lignes sur lesquelles ils prévoyaient de se replier. Puis ils ont nommé un nouveau général, mobilisé 300 000 hommes et adopté un mode de combat différent. Ce mode visait à passer à une situation où les Russes pouvaient dicter l'issue du conflit. Poutine ne voulait pas de pertes massives. Si l'on regarde la bataille de Bakhmut, ce n'était pas le ministère de la Défense. C'était une opération menée par Wagner, une anomalie dans la pensée militaire russe, et cela a entraîné des pertes horribles pour les Russes, malgré leur victoire. Mais ce n'est pas la façon de combattre du ministère de la Défense. Ils veulent se retrouver dans une situation où ils contrôlent davantage le champ de bataille tactique, où ils imposent leur volonté et infligent des pertes plus lourdes aux Ukrainiens qu'ils n'en subissent eux-mêmes. Mais pour en arriver là, ils ont dû encaisser l'attaque de l'armée ukrainienne reconstruite par l'OTAN. C'était la contre-offensive de l'été 2023, à laquelle la Russie a fait face de manière remarquable. Mais aujourd'hui, la Russie est en train de passer à l'état dans lequel elle se trouve actuellement. Cela nécessite d'user les Ukrainiens afin de limiter leurs options. On ne peut pas permettre à l'Ukraine de reconstituer d'énormes réserves et de les engager à sa guise, car cela crée un mouvement de va-et-vient. Pour que les Russes l'emportent, ils doivent garder le contrôle et avancer de façon constante. Et pour cela, il faut façonner la réalité du champ de bataille, de sorte que les tactiques russes, les armes russes et les procédures opérationnelles russes produisent un résultat prévisible à chaque fois qu'elles sont appliquées. Ainsi, les Russes ont mis au point une nouvelle façon de mener la guerre. Leurs tactiques d'infanterie ont été complètement revues. J'ai parlé à Abdi Aladanov, qui est lieutenant général tchétchène. Il fait partie de l'armée russe, donc c'est un général russe d'origine tchétchène, un officier de combat reconnu. Vous savez, en tant que marine, je pense en termes de progression par équipe de feu, de section opérant en soutien, de peloton, d'opération de compagnie, de bataillon, etc. Les Russes ont essentiellement décomposé cette guerre selon un schéma appelé par 3 et par 6. Les 3, c'est la taille de l'équipe d'assaut initiale. Elle entre et s'empare d'un morceau de terrain très défini. Et puis c'est renforcé par les groupes de 6 qui s'installent jusqu'à se stabiliser, puis ils recommencent, par groupes de 3 et de 6. On ne veut pas plus de 3 personnes dans l'équipe d'assaut à cause de la guerre par drone. On devient une cible. Les drones frappent, boum. Mais ils avancent par 3 parce qu'ils peuvent maintenant être soutenus par des tirs de couverture, des drones de surveillance, et ils peuvent évacuer les blessés si nécessaire. C'est une forme de guerre très contenue. Remarquez que lorsque je parle de groupes de 3 et de 6, je ne parle pas de grandes flèches qui percent les lignes et manœuvrent. Je parle d'opérations très contrôlées, de petite taille, menées simultanément sur tout le champ de bataille. Des groupes de 3 et de 6 partout. Les Ukrainiens ont répondu à ces groupes de 3 et de 6 en lançant, encore une fois selon un concept britannique, des essaim de drones. Et ces essaim de drones ont compensé le manque de puissance de feu de l'artillerie. Ainsi, les Ukrainiens les frappaient avec des drones. On a vu cela à Pokrovsk et dans d'autres régions. Lorsque les Russes ont frappé l'essaim de drones, cela s'est arrêté. L'offensive russe s'est arrêtée net. Ensuite, les Russes ont simplement contourné, débordé, et ont fini par les forcer à se retirer. Mais ce que les Russes ont mis en place maintenant, et vous l'avez entendu lors de discussions avec par exemple la brigade Azov, qui est désormais la 3e brigade d'assaut, faisant partie d'un corps plus large de loyalistes néo-nazis bandéristes, ce sont des troupes très compétentes, farouchement loyales au régime.
Et ils se plaignent parce qu'ils disent « Avant, nous pouvions les arrêter avec des drones. Mais ce que les Russes font maintenant, c'est qu'ils ciblent nos opérateurs de drones. Ils arrivent, et dès que nous commençons à déplacer les drones, ils nous frappent. Ils nous tuent. Le métier le plus dangereux en Ukraine aujourd'hui, c'est opérateur de drones. On se fait tuer dès qu'on se met en action. Ils disent « Nos opérateurs de drones doivent se retirer. Nous perdons la couverture des drones. Les Russes avancent, ils nous repoussent et nous ne pouvons rien faire pour les arrêter. Rien du tout. » Voilà où nous en sommes sur le champ de bataille en ce moment, où la Russie dicte totalement le rythme des opérations. Cela va être lent, méthodique. Les ratios de pertes dans certaines zones sont maintenant de 20 contre 20 Ukrainiens pour un Russe. Et cela se passe dans une situation où des groupes de 3 ou 6 prennent d'assaut une position défensive tenue par 11 à 15 Ukrainiens. Donc on se dit, attendez une minute. Dans la terminologie classique, si j'attaque 15 Ukrainiens, il me faut au minimum 45 de mes hommes, un rapport de 3 contre 1, avec des manœuvres, etc. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, parce que les Russes dominent la situation, arrivent avec leurs drones, suppriment les Ukrainiens, puis lancent une attaque soigneusement dirigée et tuent ou capturent tous ces gens. Et cela se répète encore et encore. Voilà la réalité de ce champ de bataille. Et cela n'est pas compris par tous les idiots qui, vous savez, chantent. Je ne vais jamais dénigrer le courage du soldat ukrainien. Vous savez qui d'autre ne dénigre pas le courage du soldat ukrainien? Le soldat russe. Les soldats russes disent la même chose. Je veux dire encore une fois, en parlant avec Opti, qui n'est pas un amateur en matière de combat, vous savez, c'est un lieutenant général. Cet homme, quand certains de ses soldats ont été blessés et que l'évacuation ne pouvait pas les atteindre, il a quitté son poste de commandement et monté dans un BMP et a personnellement mené l'évacuation. Il est arrivé sur place, a assuré un tir de couverture et son compagnon a été touché. Il a soigné cette blessure, a évacué cet homme et l'a sorti de là. À ce moment-là, il était général-major et faisait le travail d'un sergent, simplement parce que c'est ainsi que sont les officiers russes. Ils mènent depuis l'avant. Ils sont très courageux. Ils meurent souvent. Espérons qu'Opti ne mourra pas et qu'il continuera à faire ce qu'il fait. Mais, vous savez, quand on parle à Opti, on ressent que les Russes dominent cette guerre intellectuellement et militairement. Ils conçoivent des tactiques basées sur la réalité, et leur capacité d'adaptation est incroyable. Dès qu'il se passe quelque chose sur le champ de bataille, ils le ramènent à l'arrière et l'améliorent. Ils envoient un officier à l'académie de l'état-major général qui s'y installe, et ils rassemblent. Vous savez, colonel, vous avez vu cela au SAMS, la School of Advanced Military Studies, où ils réunissent les commandants et les lieutenants-colonels pour faire un brainstorming. Mais à SAMS, vous savez, ça peut prendre 6 mois, 1 an et demi pour que quelque chose en ressorte. Les Russes, eux, ils y vont, et en quelques semaines à peine, ils l'ont déjà récupéré, modifié, envoyé sur la ligne de front, réentraîné les gars, et c'est reparti. La capacité de l'armée russe à s'adapter à cette réalité est incroyable. Et c'est quelque chose que l'Occident ne comprend tout simplement pas. Nous ne comprenons pas ce qui se passe actuellement sur le champ de bataille. Nous ne le comprenons pas du tout. Nous ne comprenons plus à quel point les drones dominent cette guerre. Et nous ne comprenons pas comment le soutien d'artillerie a changé, comment les tactiques d'infanterie ont changé, comment le soutien aérien a changé. Et je vais conclure là-dessus. Il y a une autre chose que les gens ne remarquent pas. Si jamais j'écris un livre sur le conflit russo-ukrainien, je pense que je vais me concentrer sur la suppression de la défense aérienne, la campagne russe visant à neutraliser la défense aérienne intégrée de l'Ukraine.
car c'est l'une des campagnes les plus remarquablement sous-médiatisées. Ce n'est pas une défense aérienne intégrée ukrainienne. C'est une défense aérienne intégrée de l'OTAN. C'est le meilleur que l'OTAN pouvait offrir. Et la Russie l'a brisé comme une noix pourrie. Et je peux vous garantir que si la Russie a pu faire cela, d'abord comprenez ceci. La défense aérienne de l'OTAN qui a été superposée à l'Ukraine n'est pas doctrinale. Pourquoi? Parce que l'OTAN n'avait jamais prévu d'avoir une telle concentration de défense aérienne. Ils ne se sont jamais dit « il faut en mettre autant ici ». Ils ont dû réécrire leur doctrine pour parvenir à une telle densité de défense aérienne. Et les Russes les ont battus, écrasés, anéantis. Permettez-moi d'ajouter quelque chose, car c'est vraiment pertinent. Nous nous apprêtons, Danny, à dépenser entre 2 et 3 000 milliards de dollars pour des systèmes hérités que cette expérience contredit et réfute totalement. Vous parlez du dôme de fer. Eh bien, je parle de cela, mais aussi du bombardier piloté. Je parle aussi des chasseurs biplaces. C'est absurde. Vous savez, il y a aussi quelque chose à dire sur la manière dont ces défenses aériennes ont été percées. Par exemple, rien qu'en une seule journée, Kiev a subi 315 frappes de drones et 7 frappes de missiles lors d'une journée ordinaire à Kiev. Et parmi tout cela, je crois qu'un civil peut-être a été tué. Un seul peut-être. Je veux dire, c'était réparti sur plusieurs endroits. Il y en avait environ 3, répartis à différents endroits. Donc, réagissez, comme vous le souhaitez, à ce qu'a dit Scott, ainsi qu'à cette évolution. Car je pense que cela montre non seulement à quel point la Russie a percé ses défenses aériennes, mais aussi avec quelle précision elle l'a fait. La seule chose que j'ajouterais, je ne peux pas ajouter grand-chose à ce qu'a dit Scott, mais j'ajouterais, en plus de la stupidité dont nous faisons preuve concernant l'argent que nous allons dépenser, et même dans la nouvelle initiative de Hegseth d'aller voir Anduril, Palantir et d'autres, que c'est la même stupidité parce qu'ils s'intéressent au même type de systèmes hérités, simplement avec une nouvelle technologie, ce qui est insensé. Mais l'autre chose que je dirais aussi, c'est que ce que cela signifie, probablement au final, comme nous le disions tout à l'heure, à un niveau plus général, c'est que il faut arrêter tout ça. Et il faut que ce soit arrêté par le président des États-Unis. Peu importe à quel point il pourrait être incompétent pour le faire. Nous n'avons pas besoin de plus de tout cela. Nous allons laisser la situation nous échapper. Et cela me rappelle trop ce que nous faisons au Levant et à Gaza. Que s'est-il passé ce matin avec la conversation qui aurait eu lieu entre Trump et Netanyahou, où Netanyahou lui aurait garanti qu'il était prêt à accepter un enrichissement de 3,67% par les Iraniens et qu'il n'attaquerait pas? Tout cela, à mon avis, c'est du n'importe quoi. Ce n'est que de la propagande de la part de Netanyahou. Je ne sais même pas si c'est une description légitime de l'appel téléphonique. Mais nous tournons vraiment autour de situations très dangereuses dans le monde en ce moment. Et nous devons en régler au moins une, si ce n'est toutes, simultanément. Sinon, nous sommes en difficulté. Nous sommes en difficulté. Et en même temps, comme j'essayais de le montrer avec l'argent que nous allons dépenser pour ces projets idiots qui ne font que récompenser les sous-traitants de l'industrie militaro-industrielle, nous sommes en faillite. Nous sommes en faillite et nous refusons simplement de l'admettre. Eh bien, l'une des choses que je dirais à propos de la question de la défense aérienne, c'est que j'ai personnellement eu des doutes sur l'état de la défense aérienne, celui de l'OTAN, et à l'échelle mondiale, sur la direction que cela prenait. Je me souviens que, il y a quelques années chez Fox, je parlais à un type qui était là pour discuter de la défense antimissile. Il était le président de la Société américaine des physiciens, ou quelque chose comme ça. Il a rendu les choses très simples. Il a juste dit, Garland, c'est très très simple.
On lance tellement de missiles que tu ne peux pas tous les intercepter. On envoie plein de leurs. Peu importe ce que tu as comme dôme d'or. À l'époque, c'était la défense antimissile. Si je tire 1000 missiles, 2000, 3000, et que 80% d'entre eux sont des leurs, tu ne pourras pas tous les arrêter. Vous n'allez pas pouvoir l'arrêter. C'est ça la réalité. Eh bien, ce que nous avons vu, et où je pense que le monde a beaucoup appris, c'est l'attaque de missiles iranienne sur... Ce n'était pas vraiment une attaque, disons plutôt une démonstration contre Israël, où ils ont simplement lancé tellement de missiles, de leurres, de drones, et tout ce genre de choses qu'ils ont submergé la défense aérienne. Et c'est là où nous en sommes. Et je pense que les États-Unis ne reconnaissent pas cette réalité. Comme on dit, vous feriez mieux de faire ceci, l'Iran, sinon. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de sinon. Parce que si nous disons que nous allons attaquer l'Iran, nous n'avons aucune garantie que leur système de défense aérienne, qui est assez élaboré et semble avoir été renforcé par les Russes, ne sera pas capable de repousser une attaque que nous mènerions contre eux de toute façon. Deuxièmement, s'ils veulent nous frapper, il leur suffit de submerger tous nos systèmes dans la région et ils peuvent facilement nous vaincre. Nous continuons donc à faire semblant d'avoir cette supériorité aérienne, à faire semblant de pouvoir attaquer l'Iran, à faire semblant de pouvoir tenir tête dans la région du Pacifique, de pouvoir réellement combattre la Chine à ses frontières, alors que nous ne le pouvons pas, même pas au Yémen. Nous vivons, notre gouvernement vit, dans ce faux paradigme militaire où nous pensons encore avoir la capacité de lancer des attaques contre, je ne dirais pas des adversaires de même niveau, mais des adversaires assez forts, voire même faibles. Nous ne pouvons attaquer personne. Nous n'avons pas besoin de nous battre contre qui que ce soit. Et la seule chose qui va nous arriver, si nous commençons à frapper quelqu'un, ici qui possède des drones et des missiles, c'est de nous faire humilier une bonne fois pour toutes. Et espérons que cela ne tourne pas vraiment mal. Parce que bien sûr, vous savez, nos dirigeants sont probablement, dans une certaine mesure, enclins à l'arme nucléaire. Et dès que nous frappons quelqu'un et qu'il nous rend l'appareil violemment, ils vont commencer à crier « Envoyons les armes nucléaires ». Et cela, quoi qu'il arrive, met fin à l'Empire américain. Cela met fin aux États-Unis en tant que projet tel qu'il l'était autrefois. C'est donc une situation très dangereuse. Mais il y a une réalité que nos dirigeants refusent d'accepter concernant la façon dont la défense aérienne a changé le paradigme militaire à l'échelle mondiale. Je vais simplement dire que c'est ma plus grande peur, que nous nous engagions dans un conflit conventionnel et que nous perdions de façon catastrophique. Je pense que 3 porte-avions au fond de l'océan, c'est là où nous allons aller ensuite. Eh bien, Scott, je pense que c'est le bon moment pour parler de ce sommet des citoyens États-Unis-Russie que tu aides à organiser. Je peux l'afficher, le lien se trouve dans la description de la vidéo, si tu veux en parler, car je sais qu'une grande partie de tes efforts pour renforcer la compréhension entre les États-Unis et la Russie vise justement à éviter ce scénario précis. Tout d'abord, je dois dire, comme le sait le colonel Wilkerson, qu'on ne gagne pas des luttes par des batailles. Il faut une campagne. La campagne doit être liée à des objectifs stratégiques. Et nous avons exposé ici des problèmes assez difficiles. Pour moi, l'un des plus grands problèmes auxquels nous sommes confrontés en ce qui concerne les relations américano-russes est l'expiration du traité New START en février, la folie du Golden Dome et l'instabilité que ces deux éléments vont engendrer ensemble. Mais comment y faire face en tant que citoyens? Sinon, nous nous laissons simplement prendre en otage par des décideurs politiques qui se moquent éperdument de ce que nous pensons et qui, bien souvent, élaborent des politiques dans un vide d'absurdité politique, comme le Golden Dome. Je veux dire, cela ne fonctionnera pas. Cela ne peut pas fonctionner.
Mais nous allons dépenser des milliards pour le prouver. Mais comment faire participer les citoyens? Parce qu'il est important que les citoyens s'engagent. Je crois vraiment, quand on parle de la démocratie américaine et de l'approche ascendante, que nous, le peuple, avons une voix et que nous pouvons faire résonner cette voix et qu'elle peut provoquer un changement si elle est bien orientée. Actuellement, aux États-Unis, l'Américain moyen est contaminé. Ce n'était pas intentionnel, mais il a été contaminé simplement à cause de la façon dont notre société est structurée, avec la russophobie. Je veux dire, réfléchissez-y un instant. Tous les films hollywoodiens que vous regardez, comment les Russes y sont-ils présentés? Comme des gens intelligents, merveilleux, cultivés, ou bien vous savez un type avec un chapeau en fourrure, et vous savez, je suis un Russe, je bois de la vodka, je lutte contre des ours, je suis un homme très très mauvais. Et, vous savez, nous les voyons comme dangereux. Et les femmes russes, bien sûr, ont de merveilleux accents. Très beaux. Mais elles essaient toujours, vous savez, de nous planter un couteau dans le dos. C'est ainsi que nous avons été conditionnés à craindre la Russie. Nous avons une peur inhérente de la Russie. Et à partir de cette peur, notre gouvernement nous exploite et met en place des politiques qui répondent à cette peur. Cette peur découle de l'ignorance. J'ai constaté que l'un des meilleurs outils pour surmonter l'ignorance est le dialogue direct. Si j'ai un problème avec mon voisin, au lieu de rester ici, à aller sur les réseaux sociaux pour poster à ce sujet, et qu'il ou elle réponde, hypothétiquement, je ne fais pas ça, mais c'est pour l'exemple, la meilleure façon de surmonter ce problème est d'aller discuter en face à face. Et c'est moi, c'est toi. Comment ça va? Allons boire une bière. Allons boire un Coca Light. Discutons de tout cela. Nous apprenons à nous connaître, et les idées fausses, les malentendus que nous avions disparaissent. Nous réalisons que nous avons beaucoup plus de points communs que de différences. Je pense que c'est ce que nous devons faire avec le peuple russe. En 1985, Phil Donahue, le grand Sir Phil Donahue, a organisé, avec un homme nommé Vladimir Posner, ce qu'ils ont appelé le Space Bridge. Ils l'ont appelé Space Bridge parce que la connexion se faisait par téléphone satellite et grâce à la nouvelle technologie de l'époque. Et c'était un sommet citoyen russo-américain. Cela permettait à des citoyens américains assis à Seattle, dans l'État de Washington, de communiquer avec des civils russes assis à Saint-Pétersbourg. Et ils se posaient des questions les uns aux autres. Ils ont eu un dialogue et ils ont commencé à réaliser qu'ils étaient les mêmes personnes. Ce sont des êtres humains, ils se soucient des mêmes choses, ils rient des mêmes blagues, ils pleurent face aux mêmes émotions. Ils veulent vivre. Et ce premier pont spatial a ensuite déclenché d'autres initiatives qui ont contribué à créer l'environnement ayant mené à l'abaissement du rideau de fer et à la normalisation des relations entre les États-Unis et l'Union soviétique, puis la Russie. Aujourd'hui, nos responsables politiques ont gâché cette opportunité et nous sommes confrontés à une nouvelle guerre froide qui se profile. Et faisons-nous confiance au dialogue qui a lieu entre notre gouvernement et les Russes? Je dis non. Le peuple américain, ce n'est pas notre rôle de faire confiance au gouvernement. Notre rôle est de demander des comptes au gouvernement pour ce qu'il fait en notre nom. Je pense que nous devons montrer l'exemple. Et en donnant cet exemple, nous devons également éduquer le peuple américain à ne pas avoir peur des Russes. Et comment faire? En les exposant à la réalité de la Russie. Ainsi, pour le 40e anniversaire du premier Space Bridge, nous allons organiser un nouveau Space Bridge, un nouveau sommet citoyen américano-russe. Nous allons relier 50 Américains à 50 Russes, et nous allons avoir un dialogue pendant 3 heures. Ce sera diffusé en direct, enregistré et disponible par la suite. Nous espérons utiliser cela comme un outil pédagogique pour inciter d'autres Américains à dire « Hey, nous voulons dialoguer avec ces Russes ». Peut-être répéter cet exercice encore et encore,
et ainsi nous immuniser contre la russophobie afin de ne plus avoir peur des Russes. Alors, quand le gouvernement arrive et dit « Vous devez approuver 175 milliards de dollars pour nous défendre contre la menace russe », on se dit « Attendez une minute, y a-t-il vraiment une menace russe? Et si on leur parlait simplement? C'est moins cher, cela donne de meilleurs résultats. » Donc oui, c'est ce qu'on essaie de faire ici. Certains diront peut-être que je suis naïf, et vous savez quoi? C'est peut-être naïf, mais je le vois aussi comme le début d'un processus, d'une campagne. Parce que si je peux amener le peuple américain à accepter l'idée que nous pouvons vivre en paix avec les Russes, alors je peux leur faire accepter l'idée que nous n'avons pas besoin de Star Wars. Nous n'avons pas besoin de Dôme d'Or. Nous n'avons pas besoin de nouveaux missiles. Que nous devons engager un dialogue sur le contrôle des armements. Quand avez-vous entendu quelqu'un parler de contrôle des armements sous l'administration Trump? N'importe où. Ce n'est tout simplement plus dans le lexique national. Avant, c'était tout. Quand j'étais jeune, c'est là-dessus que je me suis fait les dents. Ce n'était pas mon intention. J'ai rejoint les Marines pour aller au contact et détruire. Mais la prochaine chose que je sais, on m'envoie au beau milieu de l'Union soviétique, engagé dans la vérification du contrôle des armements. Et j'en suis tombé amoureux parce que c'était bien. Cela a donné un bon résultat. Cela a rendu le monde plus sûr. Et je suis devenu un partisan de ces traités de contrôle des armements. Nous sommes sur le point de voir le dernier d'entre eux expirer, et il n'y a rien pour le remplacer. Le traité que j'ai mis en œuvre, celui qui, à mon avis, a sauvé le monde de la destruction. Le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire n'existe plus. Et les systèmes d'armes dont nous nous étions débarrassés menacent désormais de revenir et de rapprocher le monde du type de danger qui nous avait poussés à les éliminer à l'origine. Mais cette campagne ne peut être menée que si l'on dispose d'une base solide sur laquelle s'appuyer. Et je crois que nous avons besoin d'un soutien populaire américain fondé sur la volonté de dialoguer de manière responsable avec les Russes, de peuple à peuple. C'est précisément l'objectif de ce sommet des citoyens. Il aura lieu le 18 juin à Kingston, dans l'État de New York. C'est un événement payant parce que, vous savez, nous n'avons pas les budgets. Nous avons essayé d'aller à New York et avons envisagé de louer un théâtre pouvant accueillir quelques centaines de personnes. Et je crois que le budget le plus bas était de 120 000 $. J'ai pensé, oui, c'est largement au-dessus de mes moyens en ce moment. Donc nous avons réduit la taille, mais cela ne veut pas dire qu'il y aura un manque de qualité. L'événement se tient au merveilleux Mohican Market de Gerald Celente. Nous l'avons transformé en ce que nous appelons l'American Café. Ainsi, quand les Russes regarderont, ils verront un morceau d'Amérique authentique. Ce ne sera pas Hollywood, Dieu merci. Je pense que Los Angeles est sous le feu des projecteurs en ce moment. Ce ne sera pas New York, trop cher. Ce sera l'Amérique. Et nous allons le faire fonctionner avec des Américains moyens issus de toutes les classes sociales. Et c'est ce que les Russes vont voir. Le bon, le mauvais, tout. Ce sera la véritable Amérique. J'espère que nous pourrons voir la véritable Russie et que nous pourrons, vous savez, laisser tomber toute forme de prétention. Voilà qui nous sommes. Voilà ce que nous représentons. Et avoir un dialogue significatif. C'est une occasion formidable. Et heureusement, vous savez, Garland, vous en avez déjà parlé. Danny, nous en avons discuté. Et Larry, nous avons fait la même chose. Je m'excuse, monsieur, colonel Wilkerson. Qui suis-je pour vous appeler colonel Wilkerson? Non, je sais, j'ai baissé ma garde. Mon ancien mentor le regarde en se disant « Je ne peux pas dire ce qu'il va dire. » Ritter, ne te permets plus jamais de te montrer familier avec le colonel. Mais c'est dans ma formation. Mais l'essentiel, c'est que nous parlons de l'importance des médias alternatifs.
Vous savez, les grands médias ne vont pas parler de ça. Ils ne s'intéresseraient jamais à nous. En fait, les Russes ont essayé, au début, c'est incroyable. Ils ont contacté tous les grands médias et ils ont soit reçu un refus catégorique, soit aucune réponse. Ils étaient donc inquiets de cette approche via les médias alternatifs. Mais ce que j'ai essayé de leur expliquer, c'est que nous avons ce concept de famille de podcasts. L'année dernière, par exemple, nous avons organisé des événements qui ont fini par atteindre entre 3 et 5 millions de vues, avec un potentiel encore plus grand. C'est mieux que beaucoup d'alternatives des grands médias. Donc même si c'est un lieu plus modeste, je pense qu'on va réussir à toucher le public américain. Je pense qu'on va avoir une bonne audience. Je pense qu'on a une vraie chance de réussir. Donc je suis enthousiaste à propos de cette opportunité et j'ai des amis avec qui je communique qui s'intéressent beaucoup à ce conflit, qui sont déprimés en ce moment. Parce que comment ne pas l'être après avoir entendu certaines des choses que nous avons évoquées plus tôt? C'est une situation très dangereuse. Et il y a tellement de gens qui, en entendant cette dure réalité que nous exposons, se sentent submergés par la dépression et disent « c'est sans espoir, c'est sans espoir ». Et donc, le Sommet des citoyens apporte aussi, je pense, une note positive pour insuffler un peu d'espoir, pour montrer qu'il existe une voie possible pour sortir de cette situation. J'aime me réveiller le matin et ne pas seulement me dire que je suis là pour affronter les problèmes, mais que je suis là pour les résoudre. Et je pense que le Sommet des citoyens fait partie de la solution aux problèmes complexes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Mais merci de m'avoir permis d'en parler, Danny. Je t'en suis vraiment reconnaissant. Tout le monde peut trouver le lien vers le Sommet des citoyens américains dans la description de la vidéo ci-dessous après l'émission. Et vous pouvez également retrouver Scott. Il est de retour sur YouTube, donc vous pouvez aussi trouver sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'était la première publication. Nous verrons combien de temps YouTube me laissera en ligne. Puis-je faire une dernière demande? Bien sûr. Comme je l'ai dit, le lieu à New York coûte 120 000 $. Nous ne pouvions pas nous le permettre. Nous avons lancé quelque chose en fonction du budget dont nous disposions. Je peux déjà vous dire que les dépenses réelles seront 2 ou 3 fois supérieures à l'estimation initiale. Maintenant, je ne parle pas de 6 chiffres, mais il s'agit tout de même de quelques milliers de dollars que nous devons réunir. Nous ne faisons pas payer l'entrée à cet événement, mais il y a un bouton de don pour cette occasion. Et si les gens peuvent se permettre de faire un don, ce serait grandement apprécié. Cet argent ne va pas dans ma poche. Ce que je peux garantir, c'est que si je ne reçois pas les dons, c'est moi qui paie de ma poche, car je me suis personnellement engagé à faire en sorte que cela réussisse. Et si vous voulez que Scott Ritter reste marié à Madame Ritter pendant un certain temps, aidez-moi à sauver mon mariage. Parce que je me suis engagé dans quelque chose qui, financièrement, eh bien, bref, si vous croyez en la paix, si vous voulez que cela fonctionne et si vous voulez sauver mon mariage, You want to make this work, and you want to save my marriage, donate.